Le 12e témoin de l'accusation, Joël Kouadio Nguessan, a fait sa déposition du 27 juin au 1er juillet 2016 dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé mené devant la Cour pénale internationale. Au cours de son interrogatoire par Alexis Demirjian, substitut du procureur, le témoin a déclaré qu'il était secrétaire général adjoint, porte-parole et chargé de la communication au sein du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, parti dirigé par Alassane Ouattara. Le témoin a déposé sur l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, notamment sur le boycott des élections de 1995, le coup d'État en 1999 et l'élection de Laurent Gbagbo à la présidence du pays en 2000. Il a déclaré qu'à l'époque, son parti avait appelé au boycott de l'élection car Alassane Ouattara, du fait de sa nationalité présumée, n'était pas autorisé à se porter candidat. Après la médiation de la France, plusieurs coups d'État, rébellions, cessez-le-feu et accords, l'accord de Linas Markoussi a été signé et les ressortissants français ont été contraints de quitter le pays. Il est dit ceci, que M. Alassane Ouattara avait une nationalité douteuse, ce qui, au plan du droit, ne veut rien dire. Du droit pur. Et il fallait corriger. Avoir une formulation beaucoup plus précise des conditions d'éligibilité pour que aucun constitutionnaliste, aucun juriste ne vienne employer des expressions dénuées de tout sens. Nationalité douteuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Nationalité douteuse, donc il ne peut pas être candidat. Je crois que cet arrêt en Côte d'Ivoire est, dans notre mémoire, l'un des arrêts les plus mauvais que notre pays ait connu. Parce que, à l'image, sans être des constitutionnalistes ou bien des juristes émérites, cette expression jusqu'à nouvel avis, il faudrait qu'on me l'explique pour que je sois convaincu que ça avait sa valeur dans un arrêt de Cour constitutionnelle. Vous avez parlé d'un rassemblement à la place de la République. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous disiez que c'était un rassemblement important, qui a organisé ce rassemblement? Ce sont ceux qui se sont qualifiés un peu plus tard les patriotes. Et qui était à la tête des organisateurs? Ils étaient nombreux, puisqu'il y avait M. Charles Blé Goudé, il y avait M. Dieu et Eugène. Ils étaient un certain nombre, puisque, à ma connaissance, ce n'était pas quelque chose de pyramidal, mais c'est plutôt en grappe. Il y avait plusieurs groupements, et ce sont eux qui se sont réunis ce jour-là. Durant ce rassemblement, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes se sont rassemblées à la place de la République? Selon les organisateurs, on a parlé de près de 1 200 000 personnes. Mais quand on regarde cette place, je ne crois pas que cela ait pu réunir plus de 600 000. Ceci étant dit, c'était l'une des rares fois où on avait en Côte d'Ivoire un rassemblement aussi important. In February, the women protest against the Marcoussi Agreement in front of the French embassy. À l'époque, est-ce que vous nous avez un petit peu expliqué la situation? Pourquoi est-ce que la France était visée? Tout d'abord, si mes souvenirs sont exacts une fois de plus, disons que c'est en France que s'est tenu l'accord de Linas Markoussi. Et c'est en France aussi que la décision à Kléber de mise en œuvre des différents points de l'accord de Markoussi a été prise. Au lendemain de l'accord de Kléber, ceux qu'on avait rebaptisés Force Nouvelle, du moins l'ex-rébellion, ont revendiqué publiquement avoir obtenu les portefeuilles de la défense et de la sécurité. À partir de cet instant, tous les patriotes estimaient que c'était une grande trahison
parce qu'on ne pouvait pas confier ces portefeuilles-là à ceux qui ont attaqué la mère patrie. Conformément à l'accord, des audiences foraines ont été organisées aux alentours d'Abidjan pour établir la nationalité des habitants. Le Témoin a déclaré que les jeunes patriotes, dirigés par Charles Blé Goudé, avaient toutefois érigé des barrages routiers pour empêcher les gens d'assister à ces audiences, ce qui avait également entraîné des retards dans l'approvisionnement en vivres de la ville. M. Nguessan a également déclaré qu'en dépit de l'accord sur le désarmement, Bouaké et Korogo avaient été bombardés par des hélicoptères de combat en 2004. Le Témoin a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement, dont celui de ministre des Droits de l'Homme en 2006 et 2007. Il a déclaré que des violations des droits de l'homme se produisaient quotidiennement dans le pays et qu'au cours de son mandat, des incidents avaient été portés à sa connaissance. À l'époque de l'élection en 2010, M. Nguessan était membre du RDR, le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. À l'approche de l'élection, les jeunes patriotes ont saccagé les résidences de tous les membres haut placés de l'opposition et les autorités n'ont rien fait pour les en empêcher. M. Nguessan a ainsi dû quitter sa maison le 8 avril 2011, à l'époque de la bataille d'Abidjan. Il est allé rendre visite à sa famille et sur le chemin du retour, son véhicule a été arrêté par des soldats. 2 passagers ont été tués et le Témoin a été kidnappé. Lorsque vous arrivez à la résidence, il est quelle heure à peu près à ce moment-là? Nous sommes arrivés à la résidence vers 17h par là. Et lorsque vous arrivez à la résidence, où est-ce qu'on vous emmène? Arrivé à la résidence, on m'amène derrière la résidence. Derrière, où j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de soldats. Et quand on est arrivé, Stéphane Kipré a sauté des voitures et il m'a dit « Tonton, ne bouge pas ». Il est rentré à la résidence et les soldats qui étaient là m'ont vu et m'ont reconnu. Ils m'ont tiré du véhicule et m'ont mis par terre. Alors, M. Kipré vous demande d'attendre, les soldats vous mettent par terre. Est-ce que vous avez un entretien avec ces soldats ou un échange? Non, pas d'entretien, pas d'échange. La seule chose, c'est qu'au bout de quelques minutes, il y a un monsieur qui vient, il me demande mon porte-monnaie et il commence par remplir une fiche sur mon identité, tous les éléments qu'il y avait dans mon porte-monnaie. Une fois qu'ils ont pris mon porte-monnaie, et pendant qu'ils me menaçaient, il y a un monsieur qui est arrivé. Apparemment, ce serait un gradé, et qui est venu, qui a dit ceci. Il a menacé tous les soldats qui étaient là. Il leur a dit, ce monsieur est sous la protection du Très-Haut. Je vous interdis de le toucher. Après avoir dit ça, il est parti chercher de l'eau. Il m'a dit, monsieur le ministre, buvez. J'ai bu. Et ce monsieur m'a relevé des terres. Il m'a fait asseoir sur un banc. C'est en ce moment-là qu'un des soldats qui était là est venu me voir pour me dire, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes chrétien? J'ai dit oui. Il dit bien, tenez cette Bible, lisez-la, parce que c'est la première fois qu'on voit le commandant Seka revenir avec quelqu'un qui apparemment serait un prisonnier. Lisez votre Bible. Il a appris ultérieurement qu'il avait été libéré sur instruction de la première dame. Emmanuel Altit, conseil de la défense de Laurent Gbagbo, a demandé au Témoin pourquoi il avait traversé Abidjan tout en sachant que c'était dangereux. Quel était le but de votre déplacement? Rendre visite à ma famille et m'assurer que tout le monde se portait bien. Est-ce qu'il était sage de se déplacer ce jour-là à Abidjan et d'entreprendre un aussi grand déplacement? Ce n'était pas une question de sagesse. Je vous l'avais dit tantôt, à la veille, le président Alassane Ouattara avait donné instruction aux policiers, du moins aux policiers, aux gendarmes, d'assurer la sécurité de tous les
toutes les populations. Et je vous fais remarquer que quand j'ai fait mon déplacement, jusqu'à ce que malheureusement je tombe sur cet escadron, il n'y avait aucun risque dans la ville d'Abidjan. Donc c'est votre position de dire que le 8 avril 2011, il n'y avait aucun risque dans la ville d'Abidjan, c'est bien ça? Oui. Interrogé au sujet de l'élection de 2010, le témoin a déclaré qu'Alassane Ouattara était resté à l'hôtel du Golfe pendant les 2 tours du scrutin, avec environ 150 personnes appartenant à son équipe de campagne, et qu'il était parti peu après la fin de la crise post-électorale au mois d'avril. S'agissant de la conférence de Linas Markoussi, le témoin a déclaré que l'ambassade de France avait payé les billets d'avion des participants et que plusieurs questions avaient été abordées, dont la formation d'un gouvernement d'unité, la nationalité et la création des conditions nécessaires pour organiser des élections libres et régulières. Lorsque Timothy Oshie, conseil de la défense de Laurent Gbagbo, lui a demandé s'il avait entendu que cette conférence faisait partie du plan de paix de Laurent Gbagbo, le témoin a répondu qu'il l'ignorait et que le gouvernement n'était pas signataire, même si le président l'avait approuvé. Il savait que Laurent Gbagbo avait appelé les partisans au calme et avait confirmé son retour immédiat en Côte d'Ivoire pour gérer la situation. De plus, l'armée avait signé un cessez-le-feu avant que ne le fassent les personnalités politiques. Jean-Serge Bougnon, conseiller de la défense de Charles Blé Goudet, a interrogé le témoin au sujet des cartes de séjour. Le témoin a déclaré qu'il n'avait jamais eu de telles cartes, mais qu'il savait que les forces de défense et de sécurité arrêtaient les personnes qui se dirigeaient vers les mosquées ou en revenaient et déchiraient leurs papiers d'identité si elles avaient des noms à consonance nordique. Je parlais de cartes de séjour. Je vais répondre à ma question. J'ai demandé si, à l'époque, que vous avez vous-même défini, les forces de défense et de sécurité, comme vous les appelez, les médias ont-ils rapporté des événements sur le contrôle des personnes, bien évidemment, qui détenaient ces cartes de séjour? Je n'ai pas souvenance. Avez-vous souvenance des contrôles relatés encore par les médias qui sont intervenus aux alentours des mosquées? Je l'ai dit depuis le premier jour. Les forces de défense et de sécurité allaient même aux abords des mosquées pour contrôler les papiers des personnes qui allaient à la prière ou bien qui revenaient de prière. Et donc, vous confirmez ici qu'en 1991, pendant que M. Alassane Ouattara était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il y a eu des contrôles des forces de défense et de sécurité aux abords des mosquées, dans les mosquées, pour contrôler la carte de séjour. C'est ce que vous venez de dire? Je vous n'ai pas dit qu'ils ont contrôlé des cartes de séjour. J'ai dit qu'ils ont contrôlé les papiers des gens qui sortaient des mosquées. Je voudrais qu'on soit précis. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudet sont chacun accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, autres actes inhumains ou tentatives de meurtre et persécution.